Excellent après-midi à tous. Bienvenue dans ce merveilleux webinaire, vos priorités de gestion 2023. Vraiment, on est tellement content de vous avoir avec nous. Vous allez voir, on vous remercie pour votre présence et votre temps, mais je pense que le prochain 30 minutes avec nous va être investi de façon incroyable pour vous, du moins on l'espère. Première des choses qu'on voulait partager, c'est pourquoi on vous réunit ici, pourquoi est-ce qu'on fait un webinaire. Très honnêtement, c'est que chez M Group Conseil, on a la chance d'être avec des gestionnaires, des entrepreneurs, des organisations. Puis il arrive un certain temps de l'année, il arrive un contexte actuellement qui fait en sorte qu'on n'avait juste pas le choix de réunir tout le monde pour partager certaines inquiétudes, certaines interrogations qu'on observe, mais surtout des trucs terrain que vous allez pouvoir appliquer à titre de gestionnaire, chacun de votre côté. Et donc, c'est pour ça qu'on voulait vous réunir aujourd'hui. Moi, je pense que vous allez repartir avec des éléments qui sont vraiment importants pour vous, c'est-à-dire des exemples concrets, facilement applicables. Et ça va faire en sorte que votre prochain 30 minutes va être de toute beauté. L'objectif est bien positionné pour le prochain 30 minutes. Je prends quand même le temps de s'introduire. Je m'appelle Alexandre Laroche. Je suis associé chez M Group Conseil. Je suis comptable de formation. Je fais de la consultation depuis bientôt plus de 10 ans. Très honnêtement, je suis un passionné de management, encore plus en temps de crise. Puis j'espère qu'aujourd'hui, on va pouvoir vous transmettre un peu de cette passion-là. Chez M Group Conseil, qu'est-ce qu'on fait? Honnêtement, ce n'est pas très compliqué. On accompagne des entreprises, des gestionnaires sur le terrain dans leur quotidien. Ce qu'on essaye de créer avec eux, c'est vraiment des environnements de travail où on retrouve les saines habitudes de gestion. Ça, c'est quelque chose pour nous qui drive notre quotidien, qui drive le plaisir qu'on a au travail. Et donc, encore une fois, aujourd'hui, on va essayer d'incarner cette mission. Je suis accompagné avec deux collègues qui sont, à mes yeux, d'exception. Jade et Guillaume. Je vais quand même laisser leur temps de se présenter. Donc, Jade, je te laisse aller. Yes, bon après-midi tout le monde. Merci de vous joindre à nous. Pour ma part, Jade, conseillère senior chez M Group Conseil, comptable de profession, donc CPA. Donc, je vous dirais que mon rôle chez M, je couvre notamment tous les projets de gestion financière. Par contre, j'ai vraiment un penchant pour tout ce qui est challenge opérationnel et organisationnel. Donc, vraiment, comment aider les entreprises à gagner de l'efficacité opérationnelle, c'est mon petit penchant. Mon expertise se trouve notamment dans les secteurs manufacturiers et de construction. Super. Merci, Jade. Guillaume? Bonjour tout le monde. Merci d'avoir accepté en grand nombre l'invitation. De mon côté, Guillaume, associé principal chez M Group Conseil. Donc, je suis un des cofondateurs de la firme qui va bientôt avoir 10 ans. De mon côté, j'ai un background en finance et comptabilité avec une maîtrise en contrôle de gestion. Dans le domaine de la consultation depuis maintenant 12 ans, ça passe vite. Mon rôle chez M Group Conseil, donc je suis en charge de mandats un petit peu plus complexes au niveau stratégique et financier et je m'occupe de tout le volet développement des affaires. Mon petit penchant professionnel, pour ceux qui me connaissent déjà, passionné d'investissement immobilier, donc associé d'un fonds d'investissement immobilier. Puis ça m'amène à travailler beaucoup justement le volet finance, le volet macroéconomie qui touche beaucoup le volet investissement immobilier. Donc, très complémentaire à mon rôle chez M Group Conseil. Puis je pense très complémentaire aux discussions qu'on va avoir aujourd'hui. Bien, excellent. Merci pour votre intro, les deux. C'était super intéressant de vous entendre. On est donc ici pour un sujet en particulier. Ça nous fait plaisir de vous en parler. On ne se fera pas de cachette, on est déjà dans le sprint des fêtes, c'est bien amorcé. Il y a plein de gestionnaires qui sont déjà dans la révision de leurs priorités de gestion pour 2023. Il y en a d'autres qui sont juste à essayer de se rendre jusqu'à Noël. Là, fait que ça dépend de votre point de vue. Mais tu sais, il y a un contexte actuellement qui fait en sorte que ce sprint-là au temps des fêtes, cette planification-là pour 2023 va être encore plus importante. Et ça, c'est vraiment le rôle du gestionnaire, de prendre le pas de recul, de se questionner sur le contexte et être capable de se projeter sur les 12 prochains mois parce qu'il y a de l'incertitude, il y a un contexte qui peut stresser les individus. C'est au gestionnaire de prendre l'imputabilité de ça puis de se positionner par rapport à ça. Aujourd'hui, on va approfondir ça ensemble. Pour décortiquer le tout, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aborder un aspect financier, on va aborder un aspect aussi stratégique de la question. Mais pour uniformiser les discussions, se mettre à niveau par rapport à ce fameux contexte que j'ai déjà mentionné à plusieurs reprises déjà, on va surtout aller creuser les tendances du marché actuel. Puis Guillaume, je vais me tourner vers toi pour cette première question. Tu sais, de ton expérience, tu collabores beaucoup avec différents gestionnaires et entrepreneurs présentement.
qu'est-ce qui te partage le monde? C'est quoi leur état d'esprit? Bien, évidemment, tout à fait, on a la chance de travailler avec beaucoup d'entrepreneurs et puis on vient de sortir d'une pandémie mondiale qui a affecté plusieurs entreprises. On est à la sortie de cette pandémie-là, mais la pandémie s'est transformée en ce moment en incertitude plutôt économique. Donc, dans les derniers mois, dans l'actualité, on voit vraiment une incertitude économique. Et ce que ça crée, ça crée un sentiment d'incertitude assez élevé chez les entrepreneurs, un manque de visibilité sur ce qui s'en vient. Et puis, c'est surtout une prise de conscience maintenant des entrepreneurs. On ne le lit pas juste dans la presse, mais les entrepreneurs réalisent vraiment que l'incertitude économique peut affecter leur entreprise et qu'ils doivent prendre action pour pallier à cette incertitude-là. Puis un exemple concret, je parlais récemment à un client dans le domaine de la construction résidentielle qui me disait que son carnet de commandes était beaucoup plus faible que les années passées. Ce n'est pas étranger au fait. On a participé justement la semaine dernière à une conférence et l'économiste en chef de la CIBC disait qu'il y a 50% des mises en chantier au Québec qui sont soit retardées ou annulées. Fait que c'est un bon exemple. On prend un exemple de l'industrie de la construction, mais c'est un bon exemple que l'incertitude économique et ce qui se passe en ce moment affecte les entrepreneurs ou vont les affecter. Puis, merci Guillaume pour cette intro. Avant que je te relance, comme je suis un habitué là, de l'animation des webinaires, j'invite bien entendu le monde à participer dans le chat et à nous poser leurs questions. Donc, n'hésitez surtout pas, là, on va faire la place à ça, c'est définitif. Guillaume, tu nous parlais d'incertitude dans le contexte actuel. Je trouve que souvent, le monde parle de l'incertitude, mais peu de personnes ou peu d'endroits expliquent pourquoi il y a une incertitude. Puis ça, je pense que c'est la question qu'on doit savoir. Donc, si je te relance là-dessus, comment tu nous décrirais ce contexte économique-là d'incertitude? Tout à fait. Le climat d'incertitude est vraiment alimenté par 3 facteurs principaux. Le premier étant la forte inflation. Le deuxième étant, il y a des tensions mondiales qui affectent les entreprises. On va y revenir. Et puis, le troisième point, c'est comme on sort d'une pandémie, il y a un endettement généralisé dans le marché qui fait qu'on a moins de marge de manœuvre pour pallier à ce qui s'en vient dans le futur. Donc, si je commence avec le premier point qui est la forte inflation, puis honnêtement, on le place en premier parce que c'est vraiment le gros facteur à notre sens. L'inflation, c'est partout, vous le lisez dans les journaux, vous l'avez vécu probablement dans vos entreprises. Qu'est-ce qui a causé de l'inflation? C'est simple, c'est un débalancement de l'offre et la demande. Donc, il y a eu une baisse de l'offre de produits pendant la COVID. Tout a été interrompu, il y avait de l'absentéisme, pénurie de main-d'œuvre, les gens étaient malades. Puis ça continue. Tu sais, on a encore vu des statistiques. La COVID longue a fait énormément les entreprises. Il y a beaucoup d'absentéisme. Ceux qui sont propriétaires d'entreprises ou gestionnaires dans des entreprises, je pense qu'il n'y a personne dans le marché qui nous a dit qu'il ne vivait pas de problème de main-d'œuvre ou d'absentéisme. Donc, ça crée une baisse d'offre pour des produits dans le marché. Jumelé au fait que la demande est restée soutenue. On entend partout, il y a du plein emploi, tout le monde travaille, donc la demande pour des produits est restée soutenue. Fait que ça a créé une augmentation des prix généralisés. Concrètement, ce que ça fait, bien, il y a une hausse des coûts de main-d'œuvre, donc les salaires n'arrêtent pas de monter. Il y a une hausse des matières premières, donc si vous approvisionnez en quoi que ce soit, c'est assez généralisé, là, que ce soit au niveau alimentaire, au niveau de l'énergie, au niveau de l'équipement, au niveau des coûts de matières premières. Puis, évidemment, quand il y a de l'inflation, c'est quoi que la Banque du Canada fait? Bien, elle monte les taux d'intérêt parce que c'est son principal levier. On a vu une hausse fulgurante des taux d'intérêt. Encore hier, ils ont monté de 50 points de base. Puis ça crée une hausse des coûts d'emprunt. Donc, ceux qui ont des prêts à taux variable ou qui sont en train de contracter des prêts, bien évidemment, vos coûts d'endettement augmentent. Le service de la dette augmente. Puis, ça va créer une baisse de rentabilité si ce n'est pas déjà fait dans les organisations parce que il y a eu une augmentation des coûts. Vous avez probablement refilé, certains d'entre vous, la facture aux clients, ce qui est logique de faire. Mais je pense qu'on atteint un point de saturation dans le marché qui fait que les clients seront de moins en moins capables d'absorber une plus grande facture. Donc, ça va créer éventuellement des baisses de rentabilité et des challenges au niveau des liquidités. Puis, Guillaume, tu nous parles de la forte inflation. Je pense que c'est un des plus connus là, dans les facteurs d'incertitude qu'on a. T'en aurais-tu d'autres qui pourraient nous contextualiser davantage? Comme j'ai mentionné tantôt, puis je vais passer plus rapidement, les tensions géopolitiques mondiales, tout le monde entend, bon, il y a une guerre en Europe, il y a des tensions entre l'Occident et la Chine. Ça paraît de loin de nous au Canada qu'on a quand même une stabilité politique et économique, mais
les économies aujourd'hui sont tellement interreliées que toute cette perturbation-là mondiale, bien, ça crée des grandes volatilités dans le marché. On le voit dans l'énergie. Donc, l'énergie a catapulté, ça augmente les coûts de transport, puis ça l'alimente, cette augmentation-là des coûts au niveau de matière. Non seulement ça coûte plus cher, mais ça perturbe aussi les façons de s'approvisionner. Donc, il y en a qui ont eu il y a certains de nos clients qui ont carrément dû changer leur source d'approvisionnement à cause des différentes perturbations qu'il y a eu dans les dernières années. Donc ça, c'est un facteur technique. Puis aussi, d'un point de vue émotionnel, je pense qu'il n'y a personne qui est insensible au climat de guerre et toute l'incertitude. Puis concrètement, ce que ça fait, bien, on le voit, l'indice de confiance des consommateurs, par exemple, aux États-Unis, qui est un indicateur vraiment suivi, bien, il diminue. Je pense que les gens sont dans un mood qui est beaucoup plus prudent et peut-être moins optimiste. Puis dernier point, qui est très logique, c'est le niveau d'endettement généralisé. Beaucoup d'industries ont été plus affectées que d'autres dans la pandémie. Puis ce que ça a créé, c'est qu'ils ont profité des baisses de taux d'intérêt puis toutes les stimulations qu'il y avait pour s'endetter davantage. La conséquence de ça, c'est que maintenant qu'on va probablement faire face à un ralentissement économique ou éventuellement une récession, bien, ces entreprises-là ont moins de marge de manœuvre qu'ils en avaient avant la pandémie parce que plus on a de dettes, bien, moins on a de marge de manœuvre pour faire face aux situations qui s'en viennent. Merci, Guillaume. Puis j'adore ce que tu as mentionné sur 2 points, je dirais. C'est que le premier, tu as parlé du côté rationnel, l'inflation, l'endettement. Tu es allé aussi du côté peut-être un petit peu plus émotionnel, du côté des tensions, le fait que ça affecte l'économie, comment l'humain se sent là-dedans. Puis, c'est un peu ça la raison pour laquelle on mettait la base du webinaire en contexte, c'est que tout ça impacte le côté émotionnel et rationnel des gestionnaires. Et c'est pour ça que dans vos priorités de gestion, il va falloir avoir ces 2 axes-là en tête pour le cycle à venir. Je te remercie encore une fois, Guillaume. Maintenant, ça peut paraître très incertain ou très gros à gérer comme problématique. C'est pour ça que je me tourne vers toi, peut-être, Jade, pour que tu nous expliques d'un point de vue stratégique en quoi un gestionnaire, une organisation ou un contributeur dans une organisation pourrait se préparer ou pour être un petit peu plus adéquatement prêt à ce contexte-là puis être moins en situation d'incertitude par rapport à ça. Oui, tout à fait. Merci, Guillaume, d'avoir mis la table. Je pense qu'il y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup de défis potentiels, mais la bonne nouvelle, je vous rassure, il y a quand même beaucoup de pistes d'action puis de priorités qu'on peut envisager pour l'année à venir. Donc, on est en fin d'année, Alexandre l'a dit, on approche le temps des fêtes. C'est vraiment le temps de se concentrer sur les actions à prendre pour 2023. Donc, d'ailleurs, avant de vous parler des recommandations que on a à propos des bons réflexes à adopter en matière de gestion, je vais vous parler de certaines études qui ont été menées par HBR en matière de réflexion de gestion en contexte de récession. Donc, c'est une étude qui a été menée par HBR qui ont analysé la performance de plus de 4700 entreprises à travers les 3 dernières récessions qu'on a vécues. Cette recherche-là a démontré qu'une combinaison de 3 réflexes de gestion vont vous permettre de vous mieux vous positionner dans la récession et surtout après la récession. Donc, la combinaison des 3 réflexes sont ceux-ci. Le premier, consolider sa position sur le marché. Deuxièmement, miser sur l'excellence opérationnelle. Et troisièmement, miser sur des investissements dans des actifs stratégiques. Merci, Jean. Puis, j'imagine que tu vas nous les expliquer un peu davantage, mais déjà, je vois des trucs qui sont vraiment intéressants. Donc, je te laisse le temps de nous les expliquer dans le détail. Peut-être commencer avec ce que tu parlais de mieux se positionner dans le marché. Oui, justement, mieux se positionner dans le marché. Donc, nous, ce qu'on vous propose, premièrement, on va commencer en faisant une étude de la proposition de votre valeur. Donc, vraiment venir déterminer c'est quoi la valeur ajoutée que vous offrez à vos clients. Ensuite, on peut penser au fait de valider et optimiser votre offre à des segments de clientèle mieux définis. Donc, vraiment venir cibler, c'est quoi les différents groupes d'individus qu'on cible avec notre entreprise. Donc, vraiment venir connaître son marché cible. On peut penser aussi de s'assurer d'avoir une justesse de vos prix de vente. Ça peut être fait en révisant votre coût de revient, là, vraiment par ligne de produit ou de service. On peut aussi vouloir consolider nos relations avec nos partenaires et nos ressources clés. Donc, je vous encourage vraiment à les écrire puis à penser aussi au plan pour vous assurer de les garder, là, ces partenaires puis ces ressources clés-là. Oui, non, vas-y, Jade, j'aimerais ça que tu me résumes ça de façon punchée là, pour garder le monde très attentif. Là, sur, oui,
Chez M, on dit focus sur ton core et vends-le. Donc, vraiment s'assurer de vendre ce qu'on fait de mieux à plus de monde. Excellent. Ça nous décrit bien. Puis je pense qu'on a un outil aussi qu'on utilise bien chez M, qu'on aime, là, qui s'appelle le BMC. On vous le fera parvenir par le courriel et non pas par la poste, bien entendu. Puis je t'invite, Jade, à peut-être creuser maintenant le deuxième point que tu as parlé, qui est tout aussi intéressant pour moi, qui concerne l'excellence opérationnelle et miser sur ces activités à valeur ajoutée. Oui, donc vraiment miser sur les activités à valeur ajoutée. Donc, c'est sûr qu'on va vouloir viser l'efficacité et l'aspect lean de vos façons de faire. Ça peut être fait par une cartographie de votre processus. Donc, vraiment penser à votre processus de A à Z, déterminer c'est quoi les activités à valeur ajoutée pour vos clients, qu'est-ce qu'ils vont être prêts à payer pour, et au contraire, essayer de venir réduire les éléments de gaspillage ou de boulot. Mais quand on parle de miser sur l'excellence opérationnelle, on pense aussi surtout d'investir dans les leviers opérationnels qui vous permettent vous-même de vous distinguer de votre compétition. Donc, vraiment, l'exercice qu'on fait, là, qu'on recommande le plus, ça va être vraiment la cartographie des processus pour venir identifier les leviers personnels que vous devriez activer. Super. Puis j'aime ça, tu sais, challenger ce qu'on fait, comprendre ça dans quoi on est le mieux, puis vraiment aller plus loin que le statu quo, puis pas se dire on part la nouvelle année, puis on refait ce qu'on faisait l'année passée. J'aime beaucoup ce que tu nous partages. Le troisième, ça serait? Investir dans vos actifs stratégiques. Donc, en ce moment, l'allocation des ressources aux bons endroits, c'est vraiment la clé en contexte de récession. Donc, assurez-vous de cibler vos investissements prioritaires et à fort impact plutôt que d'adopter une stratégie qu'on investisse un peu partout. Donc, on veut vraiment venir cibler le bon investissement. Puis rappelez-vous, ceux qui adoptent normalement une stratégie davantage axée sur la réduction des coûts de la main-d'œuvre sont souvent les grands perdants. D'autant plus qu'on est en contexte de pénurie de main-d'œuvre, on va y revenir, mais on veut vraiment cibler nos actifs stratégiques, dont le capital humain. Super. Merci, Jeanne. Puis, tu sais, ça me fait toujours penser, la stratégie, c'est de faire des choix. Ce qu'on veut, c'est pas allouer les ressources partout. La vieille stratégie du beurre de pinot, là, où on en met un peu partout égal, ça fonctionne pas, encore moins en contexte d'incertitude. Donc, focussez sur les éléments qui vous parlent. Si vous sentez que vous avez des axes ou des vecteurs de différenciation, bien, c'est le temps de mettre l'énergie sur ces éléments-là puis d'éliminer ce qui vient mettre un peu plus du bruit sur la ligne et qui n'est pas pertinent en bout de ligne. Peux-tu plonger un petit peu plus dans cet aspect-là de révision du cycle stratégique puis de revoir un petit peu davantage comment on focus sur son corps? Oui, absolument. Donc, on va commencer le début de l'année fiscale. On vous recommande fortement de remettre le cycle de planification stratégique au cœur de vos pratiques. Non seulement le remettre au cœur de vos pratiques, mais de vous assurer de faire un suivi de manière hyper rigoureuse, tout en demeurant flexible quand même dans son adaptation au contexte. Quand on pense au cycle de réflexion stratégique, premièrement, évidemment, ça va commencer avec la proposition d'une valeur qui est forte. Donc, on revient vraiment au fait de bien connaître son modèle d'affaires que j'ai dit un peu plus tôt. J'ajouterais que c'est super important de refaire de la place aux préoccupations qu'on va appeler peut-être un peu plus traditionnelles de gestion quand vous allez élaborer votre stratégie, plutôt que de surfocuser sur le volet peut-être plus qui est préoccupations émergentes. Donc, quand que je veux dire, on focus un peu plus sur les préoccupations classiques, on peut penser au marché, aux opérations, à la rentabilité de votre entreprise. Puis les préoccupations plus émergentes, ça serait plus au niveau de la culture, RSE, etc. Donc, les préoccupations émergentes sont tout aussi importantes, confondez-moi pas, surtout en temps de pénurie de main-d'œuvre, bien évidemment, mais il va être aussi super important de remettre au cœur de vos préoccupations et de votre plan de match les éléments qu'on a peut-être plus tendance à mettre de côté dans les 24 derniers mois, soit les préoccupations un peu plus classiques. Donc, vraiment, venez réintégrer ça dans votre planification stratégique pour l'année prochaine. Le deuxième point, donc, une fois qu'on a pensé à notre modèle d'affaires, c'est quoi notre planification stratégique? Le deuxième point, bien évidemment, il faut venir le communiquer à notre équipe. Donc, vraiment communiquer votre stratégie à votre équipe. Guillaume l'a mentionné, en ce moment, il y a beaucoup d'incertitudes dans le marché. Il y a des inquiétudes, il y a un désalignement. Imaginez-vous à quel point vos équipes peuvent être désalignées.
Donc, votre levier, là, c'est vraiment de venir créer du sens pour votre équipe, pour votre monde, vraiment d'aligner les troupes là, vers les objectifs communs de l'entreprise. Donc, super important, venez clarifier des objectifs très crisp, très sharp, très clairs à court terme. Venez déterminer c'est quoi les indicateurs que je veux suivre pour assurer d'atteindre mes cibles puis mes objectifs. Donc, une fois qu'on les détermine, ces objectifs-là, on va vouloir aussi venir renforcer le suivi et l'atteinte de ces cibles-là en mode un peu plus sprint de la part de la direction. Donc, pour l'exécutif, on s'entend peut-être plus une planification 12 mois qu'un 24 ou un 36 mois. Puis, on va vouloir faire des suivis mensuels de ces objectifs-là. Puis pour le frontline, pour les employés sur la ligne, on va penser à un suivi soit hebdomadaire ou bimensuel de l'atteinte de ces cibles-là avec nos équipes pour que ça soit encore plus rapide et récurrent. J'aime tellement, Jade, ce que tu mentionnes, tu sais, de dire on change le focus, de dire arrêtons d'essayer de planifier 36 mois, concentrons-nous sur les 12 prochains qui arrivent, puis communique, puis suis-là avec ton équipe. Puis ça, peu importe qui nous écoute en ce moment, que vous êtes membre d'un conseil de direction, que vous êtes membre juste d'une équipe, même, vous pouvez soit challenger votre gestionnaire, vous pouvez challenger vos équipes en tant que gestionnaire, en vous dire, je la connais-tu, la période de 3 mois, ce qui s'en vient, est-ce que je performe bien? Ça, c'est hyper important parce qu'on ne laisse pas la chance à nos parties prenantes de s'inquiéter ou de partir sur des imaginations qui ne sont pas nécessairement vraies. Donc, de rapprocher ce cycle stratégique-là, je pense que c'est vraiment un conseil qui est à tenir en compte. Tu as parlé brièvement de pénurie de main-d'œuvre tantôt. Peux-tu aussi approfondir ce sujet-là? Oui. En contexte de pénurie de main-d'œuvre, un de vos leviers les plus importants, c'est votre culture d'entreprise. Puis un des déterminants numéro 1 de votre culture d'entreprise, c'est vraiment votre structure de communication. Puis souvent, on va voir la communication comme un luxe. Puis dès que ça commence à moins bien aller dans l'économie, dans l'entreprise, des fois, la culture, on peut la mettre de côté. Alors qu'il ne faudrait pas, puis il faut toujours garder la communication au cœur de votre entreprise. Donc, quand on parle de la structure de communication chez M, on va penser à plusieurs éléments, notamment vraiment avoir une structure de communication qui va être récurrente et structurée. Donc, il faut vraiment mettre en place des canaux et des outils pour amener la possibilité de se parler de manière utile et formelle, pas seulement quand ça va mal, mais vraiment de manière proactive. Donc, on va penser à la communication verticale et horizontale complète. Quand on pense à une communication verticale, on peut penser à des rencontres 1 à 1 avec un gestionnaire et son employé. Et on peut penser à des rencontres d'équipe. Donc, vraiment des rencontres hebdomadaires, quotidiennes d'équipe, vraiment pour aligner les troupes, puis toujours faire un suivi face aux objectifs qu'on a définis en tant qu'équipe de direction. Aussi, notamment, là, les one-on-one, les rencontres 1 à 1 avec un gestionnaire, c'est vraiment un bon moment aussi de faire place à la rétroaction. Donc, que ce soit la rétroaction positive et constructive, on a vraiment noté chez nos clients que la rétroaction, c'est vraiment un bon levier pour aller motiver vos employés. Donc, ce moment-là individuel avec l'employé, c'est vraiment un moment là, de donner du feedback. Merci, Jade. Puis, tu sais, quand on parle de communication, j'aime ça parce que c'est tellement un levier facile à activer rapidement. N'importe qui nous écoute aujourd'hui, tu sais, tu peux challenger ta structure de communication, que tu sois la personne qui la reçoive ou qui la donne. Positionne-toi par rapport à ça. Est-ce que ce que tu fais comme communication, c'est vraiment systématique, c'est vraiment récurrent? Est-ce que tu laisses la place à tout le monde de communiquer sur les bons éléments et tout ça? Donc, vraiment de challenger ça puis de mettre ça au cœur de ses priorités pour 2023. Ça va être payant encore plus qu'à l'habitude. Puis rappelez-vous, la communication, ça ne nécessite aucun ajout supplémentaire. On est dans l'état des lieux actuels et ça, c'est important de se rappeler ça. On va aussi vous partager un autre outil qu'on utilise beaucoup chez M, c'est la technique SBI qu'on aime bien pour apprendre à donner du feedback. Puis sincèrement, quand on apprend à vraiment apprécier et donner du feedback, c'est un levier exceptionnel en organisation. Jade, je trouve que tu nous as donné des très belles idées de priorités de gestion stratégique. Maintenant, j'aimerais ça qu'on retourne vers Guillaume, puis que Guillaume, tu nous positionnes ça, mais peut-être plus d'un axe financier en termes de stratégie. Donc, comment se préparer côté stratégie, côté financier, pardon. Oui, absolument, Alexandre. Puis merci, Jade, d'avoir mis la table niveau stratégique. Évidemment, toutes vos ambitions stratégiques vont devoir être ficelées dans un plan financier qui va être
extrêmement important à mettre en place, surtout dans un contexte d'incertitude. Donc, je pense d'un point de vue financier, le takeaway global, c'est vraiment ayez un plan. Puis, tu sais, avoir un plan, déjà, vous allez avoir une longueur d'avance sur vos concurrents dans la mesure où on voit tellement de clients dans différentes industries, vous seriez surpris à quel point il y en a qui sont mal préparés puis qui ont un plan qui n'est pas à la hauteur des attentes. Donc, tu sais, je vais vous partager peut-être 3 éléments à travailler dans le futur qui vont vous permettre d'avoir une longueur d'avance, d'être bien préparé, puis peut-être de mieux dormir avec ce qui s'en vient là, d'un point de vue économique. Bien, la première étape, c'est clairement de réaliser une modélisation financière complète pour tester différents scénarios. Donc, on travaille avec énormément de clients qui, oui, ont une planification budgétaire, mais souvent, ils ne font pas, excusez le bon français, mais l'extra mal pour faire des prévisions financières complètes. Donc, ils vont inclure évidemment des résultats prévisionnels, donc revenus, dépenses, rentabilité, donc les ratios clés financiers au niveau efficacité opérationnelle puis au niveau rentabilité. Mais il faut aller aussi vers le bilan prévisionnel pour vraiment maîtriser vos ratios d'endettement, comment vous faites face à votre effet de levier, est-ce que votre banquier va être à l'aise avec vos différents ratios. Donc, vraiment avoir des résultats prévisionnels, un bilan prévisionnel. Puis le troisième élément, et non le moindre, qui est souvent négligé, des fois de par sa légère complexité à mettre en place, c'est vraiment les prévisions de cash flow, de trésorerie pour bien anticiper vos besoins. Puis le troisième élément, est probablement le plus important en contexte d'incertitude, c'est de s'assurer qu'on a les liquidités supplémentaires pour vraiment faire face à ce qui pourrait arriver éventuellement dans les prochains mois. Puis je rajouterais dans la modélisation, l'objectif, c'est vraiment de tester des scénarios. Puis tester des scénarios, ça veut dire quoi? C'est s'il se passe ça, puis mes revenus baissent, c'est quoi l'impact sur ma rentabilité puis sur la situation financière de mon entreprise? Si la hausse des coûts continue, donc si l'inflation, on pense qu'elle a atteint un pic, qu'elle est en train de baisser, mais si elle se met à remonter parce que la guerre continue ou qu'il y a d'autres choses qui arrivent, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais être capable de revoir mes prix envers mes clients? Si mon délai de collection est plus élevé, donc vous allez peut-être avoir des clients qui vont être en difficulté, ça va être plus difficile de se faire payer à une vitesse que vous êtes habitué. Donc, c'est tous des éléments ou des tests que vous devez mettre en place dans votre budget pour vous assurer que vous connaissez votre worst case scénario. Puis, notre autre associé, Marc-Antoine, il nous demande souvent, c'est quoi le worst case scénario? Bien, c'est une bonne question à vous poser parce que souvent, quand on connaît son worst case scénario, bien, on est capable d'agir en conséquence. Puis surtout, des fois, le worst case scénario n'est pas si pire que ça. Donc, ça nous permet de bien dormir sur nos 2 oreilles. Merci, Guillaume. Puis, tu peux-tu descendre un petit peu plus dans le concret même par rapport à la modélisation financière? Il y a peut-être du monde qui nous écoute qui se sentent un peu plus loin de ça. Y a-t-il des éléments vraiment, là, des key points qui seraient à se rappeler par rapport à cette modélisation financière-là complète? Oui, bien d'une part, je vais renforcer le point de anticiper vos besoins de liquidité. Fait qu'en faisant un plan financier, vous allez pouvoir voir quels seront vos besoins de liquidité potentiels pour faire face aux aléas du marché. Et prévoyez plus de liquidité qu'à l'habitude. Tu sais, c'est vraiment un conseil assez macro, mais c'est super important. Prévoyez plus de liquidité qu'à l'habitude. Qu'est-ce que vous êtes habitué de faire dans un contexte qui est plus stable ou moins certain. Deuxième élément, c'est suivez vos indicateurs de performance de manière ultra rigoureuse. Que ce soit vos indicateurs classiques de rentabilité, revenus, marge brute, marge nette, pour s'assurer que vous maintenez une performance financière qui est au niveau. Ce n'est pas parce qu'on est dans un contexte difficile qu'on devrait faire des compromis sur nos ratios clés de rentabilité. Mais surtout, ayez des indicateurs clés de performance qui sont en anticipation. Puis je vais donner un bon exemple d'un indicateur d'anticipation. C'est si tu veux connaître ta performance l'année prochaine, bien, si tu es une business, exemple, en gestion de projet, tu vas vouloir comprendre est-ce que je soumissionne en ce moment autant que l'année passée? Est-ce que mon taux de conversion de soumission il est aussi bon que dans les années passées? Donc, dotez-vous d'indicateurs clés qui sont en anticipation puis qui vont permettre de valider certaines hypothèses de votre modélisation financière. Troisième élément, c'est on le néglige quand ça va bien, mais maîtrisez vos ratios d'endettement. Tu sais,
si vous avez contracté de la dette, il y en a plusieurs qui ont des bonnes dettes aussi dans leur entreprise, mais qui ont quand même un niveau d'endettement qui est peut-être plus élevé qu'à la normale. Bien, toutes les banques exigent de maintenir certains ratios clés d'endettement pour être en conformité avec les prêts qu'ils vous ont faits. Puis, quand ça va bien, ils sont un petit peu moins rigoureux dans le suivi de ça, mais là, je vous le dis, eux autres aussi voient l'incertitude arriver, puis ils vont être de plus en plus serrés dans leur suivi pour s'assurer que leurs clients respectent les différents critères d'endettement qui est entendu avec eux dans leurs prêts. Donc, restez à l'affût de ça, suivez-le de manière beaucoup plus rigoureuse que vous l'avez peut-être fait dans les 24 derniers mois dans une situation où l'économie allait très bien. Puis Guillaume, je me permets, avant que tu continues, je trouve que la notion d'indicateur d'anticipation est hyper importante. Tu sais, dans la majorité des personnes qui nous écoutent ici, il y en a certains qui portent le chapeau financier, il y en a d'autres qui le portent un peu moins. Mais tu sais, l'expression financière, c'est que le résultat d'indicateurs d'anticipation dans une organisation. Donc, n'importe qui nous écoute aujourd'hui, questionnez-vous sur c'est quoi mes leviers d'action puis comment je les mesure. Ben, définitivement que ça fait partie des priorités du gestionnaire pour 2023. Je te laisse continuer dans les autres points. Donc, au-delà d'une modélisation financière, le deuxième point qui est assez complémentaire au premier, je dirais, c'est faites une analyse de risque plus approfondie sur vos activités. Puis quand je dis plus approfondie, c'est posez-vous la question, c'est qui les clients de mes clients? Est-ce qu'eux autres seraient très affectés s'il y a un gros ralentissement économique ou si les taux d'intérêt continuent de monter ou si l'inflation continue de monter? Donc, allez un petit peu plus loin dans votre réflexion de risque pour voir où sont vos facteurs de risque puis comment vous pouvez travailler à les réduire. Puis, un bon exemple, c'est de voir est-ce que votre diversification de revenus est bonne? Est-ce que vous êtes très dépendant de certains clients? Y a-t-il des actions que vous pouvez prendre pour changer ça dans votre stratégie que Jade a mis sur la table? Puis, des choses aussi simples, peut-être des quick fix, c'est quoi votre structure contractuelle quand vous vendez un projet ou un bien? Demandez-vous un dépôt? Faites-vous de la facturation progressive? Est-ce que vous pouvez accélérer ça pour réduire votre risque de défaut d'un client ou de délai de paiement beaucoup plus long? Donc, oui, d'un point de vue stratégique, travailler ses revenus, mais aussi plusieurs quick fixes comme la structure contractuelle peuvent être mis en place pour réduire votre risque sur certains projets ou certaines activités. C'est un point important. Puis je rajouterais en dernier lieu, c'est rapprochez-vous des parties prenantes externes de votre business. On vous le dit souvent, je pense que c'est encore plus important en contexte d'incertitude. Puis tu sais, je vais nommer 4 parties prenantes, mais votre banquier, c'est vraiment quelqu'un qui doit rester proche de vous. Puis, si vous avez une bonne modélisation financière, vous anticipez vos besoins, partagez-lui vos besoins en avance. Donc, soyez proactif et non réactif. Puis, ils vont vraiment apprécier ça. Puis, ils vont vraiment vous épauler dans votre projet d'entreprise. Rapprochez-vous de vos actionnaires. Si vous avez des partners, des actionnaires externes, c'est tous des gens qui peuvent vous aider à passer à travers un climat d'incertitude. S'il y a besoin d'injecter plus d'argent dans l'entreprise, mais ça peut être de l'équité qui vient des actionnaires. Donc, on pense des fois rapidement, on va aller s'endetter, on va aller chercher un prêt, mais en tant qu'actionnaire d'une entreprise, on peut réinvestir de l'argent dans le business. Ceux qui sont moins propriétaires d'une entreprise, mais il y a tous les fournisseurs. Une relation avec les fournisseurs, super important. On le sait, l'approvisionnement est difficile. Il faut des fois changer, être beaucoup plus agile pour changer nos méthodes d'approvisionnement. Bien, les fournisseurs sont là pour vous aider puis garder une bonne relation avec eux autres. Quatrième point, je pense qu'il va bien introduire peut-être la conclusion, c'est l'histoire se répète. C'est la 12e récession depuis 1929 au Canada. L'économie, c'est cyclique. Il y a des gens dans votre entourage qui l'ont déjà vécu, qui en ont déjà vécu d'autres, qui ont probablement des bons coups et des moins bons coups à vous partager. Fait qu'hésitez pas à vous rapprocher de ces gens-là qui ont une expertise ou une expérience plus grande que la vôtre, puis ils vont clairement pouvoir vous aider à passer à travers, que ce soit via une structure formelle comme un comité aviseur ou de manière informelle d'aller luncher avec des gens que vous sentez qui ont beaucoup plus d'expérience dans les différents cycles économiques récents. Ça va définitivement vous aider là, à ce niveau-là. Merci Guillaume, c'était très à propos ce que tu as mentionné. On arrive déjà à la fin, là. On va terminer sur une petite conclusion. Je réinvite encore une fois le monde à poser des questions. Ça va nous faire super plaisir là, vraiment d'y répondre.
Jade, Guillaume, avant que je vous laisse un petit mot de la fin, je trouve ça vraiment intéressant ce que vous avez dit. Moi, l'emphase que je veux mettre, c'est peu importe qui vous êtes dans une organisation, il y a des takeaways à prendre par rapport à ce qu'on a dit. Et ne pensez pas que vous ne pouvez pas être proactif par rapport à ça, bien au contraire. Il y a des leviers qu'on a mentionnés aujourd'hui qui doivent faire partie de votre réflexion puis de votre plan de match en termes de gestion pour 2023. Donc ça, c'est très important pour nous que vous repartiez avec ce takeaway-là. Jade, je te demanderais peut-être un petit mot de la fin au niveau stratégique. Oui, certainement. Je pense que Guillaume l'a vraiment bien dit. L'histoire se répète. Puis mon bon ami Winston Churchill l'a déjà dit. Bon, c'est une joke, mais je pense que c'est très pertinent. Tu sais, il a dit, il ne faut jamais gaspiller une bonne crise. Puis c'est vrai. D'un point de vue stratégique, je vous dirais de aussi rester à l'affût des opportunités dans le marché. C'est clair que dans chaque crise, il y a des opportunités à capturer, que ça soit des actifs moins dispendieux, la réduction de la compétition, la disponibilité de talents supplémentaires. On est capable d'aller chercher, d'aller capturer certaines opportunités, là. J'adore ça, Jade, ta conclusion. Non, je ne me rappelais pas que ton ami, c'était Winston Churchill, ça, c'est le fun. Mais, tu sais, disponibilité de talent, si vous agissez, bien, vous allez pouvoir capturer des bénéfices ou des gains de certains gestionnaires ou organisations qui n'auront pas agi et qui vont avoir regardé un peu plus la parade passer. Guillaume, je te passe la balle pour ton mot de la fin. Oui, je ne m'attendais pas à une citation aussi cliché de Jade, mais je suis très d'accord avec elle. Puis, à ce moment-là, je vais donner une citation cliché aussi, là. Warren Buffett a dit: c'est quand la marée baisse qu'on réalise qui nageait sans maillot de bain. Je pense que ça décrit bien le climat dans lequel on s'en va. Puis ceux qui vont être bien préparés, ben, c'est eux qui vont avoir un maillot de bain, entre guillemets. Donc, tu sais, d'un point de vue financier, je le répète, assurez-vous d'avoir la marge de manœuvre financière pour, d'une part, faire face à l'incertitude et ultimement capturer les opportunités. Parce qu'oubliez pas que dans tous les cycles économiques, il y a des vraiment grosses opportunités. Si on vit une récession dans les prochains mois au Québec, bien, il va y avoir des gens qui vont avoir plus de difficultés pour avoir des opportunités pour faire des acquisitions, pour avoir des opportunités pour acheter des actifs à rabais. Il pourrait avoir des opportunités pour acquérir du talent plus facilement. Donc, s'il y a des gens qui sont affectés dans l'industrie, des fois, ça libère du talent. Donc, voyez ça d'un point de vue positif, ayez votre plan, puis soyez prêts à faire face à l'incertitude, mais surtout à capturer des opportunités parce que ça peut être très positif là, pour la sortie de la crise, s'il y en a une. Merci pour vos mots de la fin. Je retiens deux choses, effectivement, la qualité de vos citations puis de vos amis personnels. Ça, c'est impressionnant. Sur un ton plus sérieux, par contre, moi, ce que je retiens, c'est le message positif qu'on dit. Tu sais, dans le fond, entamez 2023 de façon positive, avec enthousiasme, mais faites-le pas dans la passivité, faites-le dans la proactivité. Donc, soyez au devant de la parade, posez-vous des questions en tant que gestionnaire, membre de comité, propriétaire d'entreprise, entrepreneur, peu importe, mais passez à l'action. C'est ça qui va amener le plus d'intérêt et de valeur à votre réflexion pour 2023. Merci encore, Guillaume, Jade, c'était super. On va quand même prendre le temps de prendre quelques questions qui vont être proposées. Première question, c'est: j'aimerais renforcer les pratiques de communication dans l'équipe. On commence par où? Formation, atelier, consultant. Jade, si je te partage la question, comment tu répondras à cette dernière? Oui, super bonne question. Évidemment, il existe plusieurs formations sur la communication. Mon conseil pour vous, je vous dirais, prenez votre organigramme puis venez challenger la structure qu'il y a en ce moment. Donc, venez vous demander, c'est quoi les points de contact entre les niveaux que je devrais venir mettre ou entre les départements même pour vous assurer que la communication a flot entre les départements. Puis venez vous demander, c'est quoi le genre d'information que je voudrais donner à cette personne-là. Donc, nous, ce qu'on va faire normalement pour chaque type de rencontre, ça va être vraiment un ordre du jour détaillé qui va déterminer c'est quoi la structure de ma rencontre, c'est quoi le contenu que je vais vouloir aborder dans cette rencontre-là, c'est quoi les comportements que je veux retrouver à l'intérieur de ma rencontre. Donc ça serait vraiment mon premier conseil pour vous, là, venir pinpointer les points de contact que vous voulez mettre dans votre organisation, puis venir détailler un ordre du jour là, pour chaque rencontre, pour que ça soit formel.
Merci, Jade. C'est une très bonne suggestion puis très pratico-pratique. Je finirai avec une dernière question aussi pour toi, Guillaume. Tu nous as parlé de beaucoup d'éléments financiers aujourd'hui. Qu'est-ce que tu suggères pour quelqu'un qui est moins familier avec les aspects financiers puis qui peut se sentir peut-être un peu déboussolé par rapport à ça ou un peu loin de ça? Oui. Bien, peu importe le niveau de complexité ou peut-être la crainte que ça vous amène, pour ceux qui sont moins familiers, ben, il faut le faire, puis il faut se mouiller, puis il faut se donner le trouble de comprendre. Puis, la première étape, c'est tout le monde a des états financiers historiques, tout le monde a des résultats, les maîtrises. Fait que, partez de votre historique, faites-vous des projections basées là-dessus en vous challengeant sur qu'est-ce qui pourrait changer dans le futur en fonction de ma stratégie. Puis, faites des tests de scénario déjà pour évaluer votre rentabilité. Puis, au besoin, si vous n'êtes pas des whiz d'Excel, ben allez chercher de l'aide peut-être pour compléter ça avec un bilan prévisionnel ou des cash flows prévisionnels. Mais mon conseil serait, c'est pas si compliqué que ça. C'est simple, mouillez-vous, donnez-vous le trouble de comprendre vos résultats historiques puis qu'est-ce qui pourrait influencer votre performance future. Puis ça va définitivement vous aider pour la suite, là. Génial. Merci, Guillaume, pour cette belle réponse aussi. Honnêtement, je vous remercie tout le monde. C'est un plaisir de vous avoir virtuellement avec nous. On espère pouvoir avoir atteint notre mission, vous donner des trucs qui sont pertinents. Puis n'hésitez pas à communiquer avec nous. Autant Jade, Guillaume que moi, ça va nous faire grand plaisir. Puis on vous remercie encore. On vous souhaite une magnifique après-midi. Merci tout le monde. Bon après-midi.